Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce café-concert, ce café musical organisé dans le cadre du pôle francophone de la UAM. Cet après-midi, nous avons le bonheur d'accueillir Patricia Prati, qui est diplômée d'une part en piano avec Giancarlo Cardini et en clavecin avec Anna Maria Pernafelli au Conservatoire de musique Luigi Cherubini de Florence. Et d'autre part, elle est diplômée également en langue et linguistique à l'Université de Roma III. Elle est en outre docteur en linguistique et littérature comparée de l'Université autonome de Madrid. Après ses études au conservatoire, Patricia Prati a perfectionné sa technique pianistique avec Aldo Ciccolini et Andras Schiff. Elle a remporté plusieurs prix, parmi lesquels celui de la 10e compétition Amici di Castel San Angelo à Rome en 1989, et elle a été finaliste de nombreux concours de piano, comme ceux de Côme, de Savone et de Cagliari. Elle s'est produite en tant que soliste dans les salles de concert de villes italiennes, européennes et mondiales, telles que Rome, Milan, Paris, Londres, Madrid, Monaco, Munich, Bucarest, Balbec, Rosario et Sao Paulo, etc. Patricia Prati a toujours été passionnée par le répertoire pianistique moderne et contemporain, ce qui l'amène dans ses programmes de concert à réserver une place importante à des morceaux du XXe siècle, dont certains composés spécialement pour elle. Particulièrement intense est son activité dans le domaine de la musique de chambre, qui l'a conduite à participer à l'enregistrement de plusieurs CD, dont celui, en première mondiale, des 2 quintettes pour piano et cordes par Ottorino Respighi et Giuseppe Martucci, enregistrement qui a remporté le prix 5 étoiles de la revue Musica. Particulièrement dense est également son activité académique, puisqu'elle est professeure de piano au Conservatoire Giovanni Battista Martini de Bologne. Elle est professeure d'histoire de la musique à la Universidad de Mayores de la Universidad Pontificia de Comillas, ici à Madrid, et elle est aussi professeure associée au département de musique de la UAM. Elle a publié quantité d'articles scientifiques sur la musique, la littérature et la traduction littéraire, et actuellement, elle rédige un livre sur les préludes pour piano de Claude Debussy. Le programme qu'elle nous propose aujourd'hui s'intitule précisément « Les préludes pour piano de Claude Debussy », un voyage imaginaire à travers les sons. Claude Debussy, comme vous le savez certainement, est né en août 1862 à Saint-Germain-en-Laye et il est décédé à Paris en mars 1918. Il est considéré comme le père de la musique moderne, comme le compositeur qui a changé le cours de l'histoire de la musique. L'absence de tonalité, la vaste gamme sonore et la nouvelle mélodie sont les éléments que l'on retrouve dans les préludes pour piano que Debussy a composés entre les mois de décembre 1909 et d'avril 1913. En passant par la Grèce pour voir les danseuses de Delphes et par l'Égypte pour connaître Canopée, en écoutant le miracle de fusion entre les sons et le texte de Baudelaire, dans le prélude « Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir », ou entre les sons et le texte de Lecomte de Lille, dans La fille aux cheveux de lin, Debussy nous prend par la main et nous guide dans notre voyage personnel. À travers les préludes de Debussy et leurs références intertextuelles, l'objectif est de s'interroger sur la forme que prend l'expression de la nostalgie, avec un retour qui ouvre devant nous un cheminement vers la liberté, nous dit Patricia Prati. Je vous souhaite une excellente après-midi à son écoute. Merci pour cette présentation, merci pour cette invitation. Je suis très ravie d'être ici avec vous aujourd'hui et mes félicitations pour cette belle initiative. La musique n'est pas faite pour qu'on en parle, elle est faite pour qu'on la fasse. La musique n'est pas faite pour être dite, elle est faite pour être jouée.
Avec ces mots, Vladimir Jankélévitch nous donne une définition de l'art musical et en même temps, il semble condamner son propre travail. Mais le philosophe et musicologue français nous a donné des pages merveilleuses qui parlent souvent par métaphore, par image rhétorique de la musique. Partageant pleinement l'affirmation de Jankélévitch, mon objectif aujourd'hui est de ne pas remplacer les sons par des mots, mais de m'interroger, de nous interroger sur les formes qui peuvent prendre l'idée de voyage musical comme éternel retour dans les préludes pour piano de Claude Debussy. Souvent, on parle de la musique comme langage, mais la musique n'exprime pas des idées. Toujours Jankélévitch dit que la musique est un art expressif en expressif. Oui, bien sûr, la musique est un art très expressif, mais elle n'exprime pas mot à mot. Elle suggère, en gros. À mon avis, les préludes pour piano sont les morceaux absolument les plus expressifs de toute la production musicale de l'époque moderne. Et aussi les plus appropriés pour réfléchir sur l'idée de voyage musical. Né à Saint-Germain-en-Laye en 1862 et mort à Paris en 1918, Debussy est considéré comme le père de la musique moderne. Il incarne la révolution musicale du XXe siècle. Il détient le privilège d'être le premier compositeur à écrire presque toute son œuvre sans la tonalité, sans l'utilisation des tonalités majeures et mineures du système tonal qui avait utilisé tous les compositeurs de Johann Sebastian Bach jusqu'à la fin du XIXe siècle. Libre et anticonformiste, il s'exprime avec un langage nouveau qui propose une nouvelle conception des combinaisons harmoniques, une nouvelle conception des timbres instrumentaux, une nouvelle conception de la mélodie et du rythme. La palette sonore de sa musique est riche et évocatrice. Debussy même, dans une lettre à son éditeur datée du 3 septembre 1907, dit « Je me persuade de plus en plus que la musique n'est pas, par son essence, une chose qui puisse se couler dans une forme rigoureuse et traditionnelle. Elle est de couleurs et de temps rythmés. Donc, c'est les compositeurs même qui nous donnent la clé pour interpréter son œuvre. Donc, c'est toujours l'idée qui commande la forme et non l'inverse. » Debussy publie les 2 livres des 24 préludes entre 1909 et 1913. Et il choisit cette appellation en hommage aux 24 préludes de Frédéric Chopin. Chaque prélude est numéroté par un chiffre romain suivi par des points de suspension. Et le titre se trouve en fin de morceau, entre parenthèses et après des points de suspension. De cette façon, Debussy nous suggère que chaque prélude est un prélude à quelque chose, une introduction à quelque chose que nous ne connaissons pas encore. Et l'endroit inusité du titre semble minimiser l'impact sur l'interprète, en laissant le pianiste et l'auditeur libres de découvrir leurs idées. L'important est que le pianiste joue et l'auditeur écoute les 24 préludes comme 24 histoires. Et toute l'œuvre devient une invitation au voyage. C'est ainsi que le compositeur, le pianiste et l'auditeur entreprennent un voyage identique et différent en même temps. En passant par la Grèce pour connaître les 3 danseuses du Montparnasse, les 3 danseuses de Delphes, ou par l'Égypte pour connaître la magie des canopes, en écoutant le texte de Baudelaire à travers les sons de Debussy ou les textes de Le Conte de Lisle, ou passant par l'Espagne pour connaître le folklore, le flamenco, ou par le sud d'Italie pour connaître la tarentelle. Sans oublier sa patrie, la France, Debussy nous prend par la main pour nous inviter à faire notre voyage personnel.
Le voyage des préludes désigne un retour propice et nécessaire, qui en empêchant l'oubli, en préservant vivante la connaissance du passé, nous donne une nostalgie rassurante qui guérit les blessures de l'âme. Dans le voyage de Debussy, trouve leur expression le mythe archaïque de la répétition éternelle, la thématique de l'éternel retour dans la philosophie classique chez Platon, ou encore la thématique de l'éternel retour nous-mêmes dans la pensée nietzschéenne. Chaque prélude représente une synthèse entre le passé et le futur. Et pour représenter cette synthèse, Debussy a choisi une forme brève, incomplète, qui n'a ni début, ni développement, ni conclusion. Toujours Jankélévitch dit à propos de ça, le prélude débussiste est donc à la fois ouvert et fermé. Ouvert sur l'indéterminé, ouvert sur quelque chose d'autre qui continue à vibrer quand les mourantes sonorités de la tarentelle ou de la marseillaise se sont éteintes dans le lointain. Mais elles n'en finissent pas non plus de mourir, les mourantes sonorités, et elles restent en continuité avec l'éternelle chanson du vent dans la plaine, avec l'éternelle rumeur de l'océan. Le prélude a donc toujours quelque chose d'inachevé. Plusieurs compositeurs ont choisi cette forme brève, incomplète, pour écrire beaucoup de chefs-d'œuvre. Mais à mon avis, chez Debussy, le prélude n'est pas seulement un hommage à Friedrich Chopin, mais aussi il détermine quelque chose de très important. Il représente une introduction à l'un des siècles les plus mouvementés de l'histoire, le XXe siècle, où les compositeurs n'ont plus le système tonal. Ils se trouvent comme sans le père. Le système tonal considéré un peu comme le père, non, des compositeurs. Maintenant, chacun d'eux doit inventer quelque chose de nouveau, une nouvelle musique, une musique atonale. Le système tonal a disparu, il est mort. Les combinaisons harmoniques maintenant sont totalement différentes. Debussy est le premier à utiliser tout ça. À utiliser tout ça presque en toute son œuvre. Chose certaine, le prélude offre à Debussy la possibilité de composer une musique où souffle le vent de la liberté, qui correspond à sa personnalité et à sa maxime préférée, c'est-à-dire la joie d'être libre. Si d'une part, chaque prélude montre une volonté nette de changer l'histoire de la musique, d'autre part, il garde un lien nostalgique avec le passé, surtout grâce à deux éléments. Le premier élément lié à la notation, le deuxième à l'élément intertextuel. Pour ce qui concerne la notation, Debussy continue à écrire les signes d'altération, c'est-à-dire les bémols et les dièses, qui étaient utilisés par écrire les tonalités majeures et mineures dans le système tonal. Il continue à écrire ces signes entre la clé et le ton au début du morceau. Il va de soi qu'il ne s'agit pas de tonalité, mais ils sont là, dans la même position et dans le même ordre que dans le système tonal. Pour ce qui concerne l'élément intertextuel, déjà nous avons parlé de ça, chaque prélude, dès les anciennes civilisations jusqu'à son époque, Debussy semble faire revivre les étapes plus importantes, plus significatives de notre histoire. Les sources d'inspiration sont très variées et multiples, les légendes, les personnages féeriques, la littérature, la poésie, les pays étrangers, l'humour, la nature. Pour notre voyage d'aujourd'hui, notre petit voyage, j'ai choisi quelques préludes du premier livre et quelques préludes du deuxième livre. Et je vais commencer maintenant à faire quelques exemples, à vous expliquer quelque chose d'important dans chaque prélude, et après, je vais jouer ces préludes.
Je commence avec le premier prélude de toute l'œuvre, c'est-à-dire Danseuse de Delphes. Ici, Debussy nous suggère voyager à la Grèce antique, avec un rite ancien. Il mélange ici des réminiscences de la vieille tonalité, de le vieil système tonal, avec de progressions modales, des progressions chromatiques, pentatoniques, de la nouvelle harmonie. Ce prélude commence avec des accords très lents, très graves et très douces. Il se mélange ici dans l'harmonie de ce prélude où chaque accord est considéré comme une nuance de couleur. Se mélange une mélodie pas très évidente, mais une mélodie très douce, douceur aussi des sons secs et aigus qui représentent les crotales, qui sont des instruments à percussion utilisés par les danseuses du Montparnasse, qui ne sont pas l'apanage exclusif de la Grèce. Ici, comme dans tous les 24 préludes, nous avons aussi une vaste gamme sonore. Il s'agit, le premier prélude, d'un prélude plutôt piano, avec une sonorité piano, mais il y a un fragment, comme toujours dans chaque prélude, où la sonorité, la gamme sonore est très vaste, du piano au fortissimo. Au pianissimo du début. Après la Grèce antique, nous allons à visiter l'Italie, mon pays. Nous allons visiter l'Italie et nous allons visiter le sud d'Italie avec le prélude, le 5e du premier livre qui s'intitule Les collines d'Anacapri. Ici, dès le début, nous entrons dans une petite ville, un jour de fête, et nous écoutons les cloches. Il s'agit seulement de 6 sons, de 6 notes, et mon suggestion, je ne sais pas si Debussy avait pensé à les sons des cloches, mais je pense que oui, non, il me plaît, j'imagine d'entrer dans cette petite ville dans un jour de fête avec ces cloches. Et après s'ouvre le rythme des tarentelles. Et ce rythme de tarentelle, nous l'encontrons du début jusqu'à la fin du prélude. C'est le rythme de tarentelle joué par la main gauche et la main droite qui joue la mélodie. Et après, le rythme de tarentelle passe à la main droite pour jouer la mélodie avec la main gauche. La tarentelle, il s'agit d'un rythme, d'une mélodie populaire, non, typique du sud d'Italie. Et ici, entre les indications agogiques qui sont très nombreuses et très variées dans tous les préludes, nous rencontrons cette indication agogique très importante comme une mélodie populaire. Pour retourner au rythme de tarentelle.
C'est très important ici, une autre indication. Il s'agit du mot rubato. C'est un mot italien parce que nous savons que toutes les indications analogiques dans la musique sont en italien. Et rubato signifie comme le rythme doit être joué un peu plus flexible, non, un peu plus calme, pas rigoureusement à temps, non, en temps. Et nous trouvons le rubato dans beaucoup de morceaux, pas seulement dans Debussy, mais aussi dans le romanticisme, nous rencontrons cette appellation, cette indication rubato, surtout dans Chopin. Après Italie, nous viageons, nous continuons à voyager avec notre petit voyage d'aujourd'hui à la patrie de Debussy. Parce que nonobstant la musique n'exprime pas mot à mot, dans deux préludes de Debussy, qui sont Les sons et le parfum tournent dans l'air du soir, le quatrième du premier livre et l'huitième du dernier livre, c'est-à-dire La fille aux cheveux de lin, la musique de Debussy déclame son à son le texte de Baudelaire et de Le Conte de Lisle. Pour aujourd'hui, j'ai choisi pour notre voyage la fille aux cheveux de lin, parce qu'il s'agit d'un des préludes les plus connus, des 24, et je voudrais lire le texte de Le Conte de Lisle pour après écouter mieux la musique de Debussy. Sur la luzerne en fleur assise, qui chante dès le frais matin? C'est la fille aux cheveux de lin, la belle aux lèvres de cerise, l'amour au clair soleil d'été, avec l'alouette à chanter. Ta bouche a des couleurs divines, ma chère, et teinte le baiser. Sur l'herbe en fleurs, veux-tu causer, fille aussi longue aux boucles fines, l'amour au clair soleil d'été, avec l'alouette à chanter. Ne dis pas non, fille cruelle, ne dis pas oui. J'entendrai mieux le long regard de tes grands yeux et ta lèvre rose, ô ma belle, l'amour au clair soleil d'été avec l'alouette à chanter. Adieu l'Édème, adieu les lièvres et le rouge perdrix. Je veux baiser l'élan de tes cheveux, presser la pourpre de tes lèvres, l'amour au clair soleil d'été avec l'alouette à chanter. Le prélude commence avec une mélodie très douce qui semble caresser les cheveux de la fille, la protagoniste du poème de Le Conte de Lisle. Ici, dans ce prélude, ce petit prélude très, très poétique, Debussy fait des citations aussi musicales au célèbre accord énigmatique, l'énigmatique accord du Tristan de Wagner, de Richard Wagner, il s'agit de l'accord qui commence le prélude de l'opéra Tristan et Isolde, qui est l'accord qui a changé le cours de l'histoire de la musique, non? L'accord qui a ouvert une porte à travers laquelle tout le monde doit passer maintenant, parce qu'on ne peut pas revenir. Le système tonal a disparu. On doit chercher quelque chose d'autre. La musique moderne, la musique contemporaine, une musique encore aujourd'hui pas totalement acceptée pour tout le monde, mais c'est nécessaire d'ouvrir cette porte. Et maintenant, Debussy, qui est le père de cette musique, fait une citation à son père, Richard Wagner, qu'avec l'accord du Tristan, l'énigmatique accord du Tristan, que toujours aujourd'hui on continue à l'étudier, mais on ne peut pas rencontrer une solution pour l'analyser. Bon, il va citer son père, non, Wagner, avec beaucoup d'harmonisation, des combinaisons sonores harmoniques. Bon. Et il
mélodie douce de cette jeune fille. Il a choisi justement ce prélude pour faire cette citation. Aussi, le prélude de Baudelaire, inspiré au poème de Baudelaire. Il y a beaucoup de citations à Wagner. Bon, maintenant, nous allons à Espagne. Nous venons à Espagne, non? Un pays que Debussy ne connaissait pas. Ne connaissait pas, mais comme disait Manuel de Falla, Debussy savait traduire en musique l'atmosphère que se respire en Espagne, le folklore, beaucoup mieux de tous les compositeurs espagnols. Et, il y a deux préludes dédiés à Espagne, la Sérénade interrompue et la Puerta del Vino. La Sérénade interrompue est le 9e prélude du premier livre, la Puerta del Vino le 3e du 2e livre. Et, la Sérénade interrompue, comme dit le titre, il s'agit d'un prélude, c'est-à-dire une forme brève, incomplète, mais souvent interrompue, avec une crainte phobique de développer. Debussy ici nous laisse encore une fois dans une situation de préludiant à quelque chose. Non? Il ne finit pas la phrase. Il commence une phrase, la laisse sans la terminer et commence une autre phrase. Non? Mais la peculiarité de ce prélude est l'atmosphère espagnole toujours présente du début, où nous entrons dans le rythme du flamenco. Il nous indique en préludiant comme une guitare. C'est-à-dire que le pianiste doit jouer les touches du piano comme les cordes d'une guitare qui est en train de jouer le flamenco. Non? Et après, il continue con une mélodie. Bon, cette phrase, on va passer à autre phrase que nous écouterons après quand je vais jouer le prélude. La Puerta del Vino, il a laissé cette appellation en original, en espagnol original, et il a écrit ce prélude à partir d'une carte postale qu'il lui avait envoyée Manuel de Falla, où il était représenté la célèbre porte que se trouve à l'Alhambra à Grenade. Et il a composé ce morceau toujours avec un rythme d'habanera dans la main gauche. Et la main droite qui joue une mélodie très mystérieuse. Avec les intervaux typiques de la musique espagnole, c'est-à-dire la deuxième augmentée, toujours présent du début jusqu'à la fin du prélude. L'avant-dernier prélude que j'ai choisi pour aujourd'hui est un prélude inspiré à la littérature anglaise, le papier de Dickens. Les papiers de Pickwick, les papiers de Pickwick, c'est-à-dire les romans de Dickens. Il commence avec l'hymne anglais. God save the king. The king, parce que nous sommes en train de parler du siècle 19e, non? Anglais, il compose des accords avec une mélodie et surtout il symbolise
Je n'utilise jamais le verbe d'écrire quand je parle de Debussy parce qu'il ne s'agit pas d'une description. Debussy n'est pas un compositeur descriptif. Il représente, symbolise, nous suggère quelque chose, nous laisse libre de choisir, de réfléchir et de découvrir notre manière de vivre. Non? J'aime utiliser le verbe suggérer. Il nous suggère ici les voyages, les promenades qui font les personnages de Dickens dans le roman, qui sont les membres du club, du club Pickwick, et sont des aventures en tour pour le monde, sans un objectif, non seulement pour faire des expériences. Et il utilise un rythme comme un hockey. Je vais jouer le feu d'artifice, le dernier prélude, le 24e prélude. Il s'agit d'un prélude très tumultueux, très explosif, qui veut imiter l'atmosphère qui se respire quand nous voyons les feux d'artifice. Mais les feux d'artifice aussi parce que Debussy retourne à sa patrie, à la France, non? Après ce voyage pour le monde, pour la culture, pour l'histoire, pour la littérature, la poésie, la peinture aussi, il retourne à sa patrie, à la France, et il veut il signe la fin du prélude avec la Marseillaise. Termine ici le voyage de Debussy, le voyage du pianiste, le voyage de l'auditeur et le voyage du compositeur. Je travaille à des choses qui ne seront comprises que pour les petits-enfants du XXe siècle. Eux seuls verront que l'habit ne fait pas les musiciens. Debussy est conscient que la réaction anti-débussiste, mais surtout anti-tonalité, anti-atonalité, c'est-à-dire anti-musique moderne, non? C'est toujours encore très forte. Et il y a des réactions toujours très fortes, toujours maintenant, encore maintenant. Et il continue en disant, on me qualifie de révolutionnaire, mais je n'ai rien inventé. J'ai tout au plus présenté des choses anciennes d'une nouvelle manière. Il n'y a rien de nouveau en art. La musique est partout. Elle n'est pas enfermée dans des livres. La musique moderne ne sera pas comprise que des petits-enfants du XXe siècle, comme dit Debussy, mais tous les morceaux de Debussy, pas seulement les préludes, aussi l'opéra, l'unique opéra qu'il a composé, Péléa et Mélisande, mais aussi La Mer, Images pour le piano, Estampes. Il s'agit des compositions, des œuvres qui représentent en même temps la modernité et la nostalgie du passé, le défi et la tradition, les combinaisons harmoniques modernes, nouvelles, et un retour aux origines. Bon, même si la réaction pour cette nouvelle musique est encore très forte, la magie et la force de la musique de Debussy s'emparent inévitablement de nos âmes pour nous chuchoter à l'oreille que rien n'est perdu, que rien n'est disparu, mais qui s'ouvre devant nous un cheminement vers la liberté de l'éternel retour. Merci. Maintenant, je vous joue les préludes desquels nous avons parlé
pour faire notre petit voyage et laisser la parole, entre guillemets, à la protagoniste de ce rencontre, c'est-à-dire la musique.
Merci à tout le monde. Je vais prendre le micro. Et bon, si vous avez des questions, je suis là. Des questions surtout sur la musique, sur Debussy, sur votre impression, sur votre liberté d'exprimer votre suggestion de voyage aussi, qui a commencé Debussy et il veut que nous le faisons avec lui. Je choisis seulement ces préludes aujourd'hui parce que toute l'œuvre tient en duration plus ou moins d'1 heure et demie. Et quand je le joue tous les 24 en concert, c'est une expérience merveilleuse. Non, parce qu'il commence avec l'ancienne Antiquité, non, avec la Grèce antique, pour retourner à sa patrie, en passant, comme vous avez vu, par beaucoup de pays étrangers, culture, littérature. Et il met toujours quelque chose, non, dans chaque prélude pour s'inspirer
au thème duquel il s'inspire, non? Mais je voudrais souligner encore une fois que l'endroit unicité du titre, non, qu'il pose en fond de morceau, entre parenthèses, et après des points de suspension, ça signifie qu'il ne s'agit pas d'un titre, non? C'est très important pour un pianiste, pour un interprète, de savoir ça, parce que l'interprète doit être libre de trouver son expression, sa manière de jouer, et il peut penser aussi à d'autres choses, non? Et il semble une contradiction, mais pour faire tout ça, pour nous laisser la liberté de découvrir nos idées, Debussy nous laisse toutes les indications agogiques possibles, non, dans la partition. Et nous avons beaucoup d'indications agogiques, non? Il semble une contradiction, mais ce n'est pas une contradiction. Il s'agit de la musique, de la liberté de la musique, surtout en général, mais surtout la musique moderne, a besoin de règles. Parce que sinon, il s'agit d'anarchie, non? Mais nous ne parlons pas d'anarchie ici, nous parlons de liberté, c'est très différent, très différent. Et Debussy nous laisse toutes les indications pour trouver notre liberté. Liberté d'expression, liberté de culture, liberté de parole, liberté d'émotion et de sentiments à travers les sons, parce qu'il était compositeur, mais c'est un message très valide pour toutes les situations, non? Et si vous n'avez pas de questions, je pourrais, si vous êtes d'accord, j'ai laissé un prélude, je ne jouais pas un prélude duquel j'ai parlé avant, qu'il s'agit de l'autre morceau des 24 préludes inspiré à l'Espagne, La Puerta del Vino. Et si vous voulez, je vous la joue.